Clubhouse du Paris Université Club, ici pour la conférence de presse de Fabien Galtier. Donc je laisse donc maintenant la parole à Fabien pour cette conférence de presse. Pour les questions, à l'issue des... une fois qu'on sera venu aux questions, n'hésitez pas à lever la main pour les questions. Voilà, merci. Je vais commencer, je vais faire l'introduction. Juste pour remercier le club du PUC qui nous a permis de passer une après-midi ensemble avec les enfants, avec l'école de rugby, donc, et les éducateurs aussi. Monsieur le Président ici présent, merci pour l'accueil. Donc à signaler l'école de rugby du PUC qui s'entraîne à la CTU derrière, et puis le travail que fait le club du PUC autour du rugby santé, du rugby à 5, en travaillant sur l'aspect social et essayant d'intégrer aussi l'ensemble de la population handicapée, malade, autour de la pratique de ce jeu. Donc félicitations pour votre engagement sociétal et encore une fois, merci pour votre accueil. Donc nous avons passé 2 heures avec les éducateurs. J'ai passé 2 heures avec l'éducateur et le président. D'abord, on a fait un débrief du match de l'Afrique du Sud. Je pense que ça vous intéressera de le partager aussi, mais je vais pas pouvoir projeter les analyses, mais bien sûr, on prendra le temps d'échanger. Et ensuite, on a passé du temps avec la catégorie 10-12 ans, U12. Ils étaient 57 avec 4 éducateurs et la moitié de terrain. Donc, en attaque, je leur ai dit qu'il fallait chercher les espaces. C'est pas évident quand on est 55 sur la moitié de terrain de trouver les espaces, mais ils s'y sont appliqués. Et en défense, c'est plus facile puisque la consigne, c'était en défense, c'était être en face. Donc, quand le terrain est petit, qu'on est 57, on est rapidement en face un adversaire. Donc, c'était plus facile. Donc, sinon, on s'est bien amusé et on a passé une bonne après-midi. Voilà. Donc, maintenant, je pense que je suis et vous êtes disposé à me poser des questions. Donc, à votre écoute et quand vous voulez, on commence. Bonjour Fabien, Winnie Claret, RMC Sport. On a compté, ça fait 24 jours qu'on attendait tous, je pense, impatiemment votre nouvelle prise de parole depuis la défaite. Est-ce que ça y est, vous avez pris ce temps de l'analyse? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette élimination en quart de finale et de cette défaite contre l'Afrique du Sud? Alors sur la conférence, je pense qu'on est parti pour combien de temps de conférence à peu près, Adrien? 25 minutes, c'est ça? 25 minutes. Donc je vais essayer de partager, d'être le plus efficace possible par rapport à toutes les questions que vous allez me poser. Mais la première des choses, c'est qu'il y a une conférence d'après-match qui durait un quart d'heure, qui était menée par World Rugby. Et donc Antoine Dupont et moi-même sommes venus répondre aux questions, bien sûr, à chaud, après la défaite. Et ensuite, la compétition s'est terminée avec une semaine après les demi-finales et la finale. Et je pense que quand tu te fais sortir en quart de finale, tu laisses la compétition se dérouler et tu laisses à l'honneur les équipes qui sont en quart de finale, qui sont en demi-finale et en finale. Ensuite, après, les joueurs sont partis dans les clubs. Et là aussi, je pense qu'il y a un temps où il faut laisser le top 14 reprendre. Je parle du rugby français. Et puis si vous regardez de près ou de loin, les sélectionneurs qui se sont exprimés, c'est bien sûr les vainqueurs. C'est bien sûr le sélectionneur néo-zélandais qui a perdu en finale et qui s'est retiré. C'est Eddie Jones qui s'est retiré aussi. Ensuite, sur les équipes les équipes qui ont été éliminées sur les phases finales, il y a eu peu de temps ou peu d'expression de la part des sélectionneurs. Donc déjà, je crois qu'il faut laisser du temps, en fait, du temps à plusieurs choses. D'abord, la compétition, laisser la place à ceux qui ont gagné et ceux qui sont allés le plus impossible dans la compétition. Et puis pour nous, si je parle de moi ou de nous, ça dépend en quel nom je dois m'exprimer, au nom de qui. Il y a d'abord le temps du deuil, je crois. Le temps du deuil, pour nous, ça a été une énorme déception. Je parle de nous, je parle de l'équipe, je parle de moi-même. 4 ans de travail acharné. 4 ans de travail acharné, 4 ans de travail réussi, qu'on le veuille ou non, 4 ans de travail réussi et plus de 80% de victoires avant ce match, avec tous les records que vous connaissez, 4 ans de progression cohérente, 4 ans de développement de cette équipe, 4 mois de préparation sur la compétition. Le seul objectif que nous voulions atteindre, notre objectif, c'était être champion du monde, et il n'y en avait pas d'autre. La déception aurait été la même si on avait perdu en demi-finale d'un point. La déception aurait été la même si on avait perdu en finale d'un point.
La différence, c'est que on aurait vécu une semaine en plus et on voulait vivre une semaine en plus, une semaine de plus, une semaine en plus, une semaine ensemble et on aurait vécu entre la demi et la finale une semaine de plus. La différence, elle est énorme parce que on voulait vivre et l'objectif c'était de vivre ces moments-là, les moments pour lesquels on travaillait depuis 4 ans. Et donc la déception est énorme. Donc dans un premier temps, je crois qu'il y a un deuil à respecter pour moi, mais aussi pour le staff, mais aussi pour les joueurs. Ensuite, on a, de manière informelle, on a échangé entre nous, que ce soit des membres du staff, que ce soit des membres du staff partant, que ce soit des joueurs, pour essayer de prendre des nouvelles, pour savoir comment ça allait, comment chacun vivait ce moment-là. Et je dirais que le mot qui revient et que je partagerai avec vous, c'est il faut l'accepter. Il faut accepter. Il faut accepter la défaite. Il faut accepter le fait de ne pas avoir atteint l'objectif. Et ensuite, il faut dépasser cet état-là. Et je dirais que ce temps, vous avez compté 28 jours, je crois, c'est ça 24 jours. C'est peu. C'est peu. C'est peu. Mais c'est le sport de haut niveau, je veux dire peut-être des banalités, mais c'est la compétition. Et lorsque j'avais présenté aux joueurs en début de semaine la planification du match face à l'Afrique du Sud, mais aussi la planification à venir, c'est-à-dire que la planification à venir, c'était les 2 semaines qui suivaient, la demi et la finale. J'avais présenté aussi l'autre option. Et voici aussi l'autre option. C'est-à-dire que le lendemain, ça s'appelle dislocation. C'est-à-dire que le lendemain, à midi, il faut avoir quitté l'hôtel parce que l'Argentine arrivait à 14h. Et ça, c'était une option qu'on avait partagée, que j'avais évoquée, qui était possible. Donc, c'était les 2 options. Ça veut très bien que notre ambition était clairement d'être champion du monde et que ça faisait 4 ans qu'on avait monté ce projet pour gagner des matchs, pour gagner des titres. On en a gagné un, donc il n'y a pas D. Nous avons fait second dans le premier tournoi, ex-aequo au point. Nous avons fait second dans le second tournoi. Nous avons fait le grand chelem dans le 3e tournoi. Et nous avons fait second dans le 4e tournoi. Nous avons gagné toutes nos tournées en France. Nous avons perdu la tournée en Australie. Nous avons gagné la tournée au Japon. Et nous avons perdu en finale de l'Automne Cup sur ce qu'on appelle le but en or en Angleterre. Donc nous avons performé, mais par rapport à l'objectif qui était de redevenir une nation majeure du rugby mondial, nous l'avons fait. Nous sommes remontés au ranking 1, 2, 3, 2, aujourd'hui 4. Nous avons gagné 80% des matchs. Je ne rentrerai pas sur les statistiques et sur les records. Mais l'objectif, qui était l'objectif suprême, c'était être champion du monde. Nous avons échoué. Donc, dans un premier temps, nous avons un deuil à faire, un deuil collectif. Comme je disais aussi aux joueurs, on est tous responsables de notre carrière. C'est-à-dire, joueurs et staff, on se tient par la main. C'est-à-dire que la performance des uns et des autres fera ou pas qu'on sera champion du monde. Fera ou pas que notre destin sera celui-là ou un autre. Mais on est tous aussi responsables de notre destin dans la difficulté et dans la défaite. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'avais prévu de vous parler, de m'exprimer plus tard, plutôt fin novembre. Mais devant l'insistance, devant les demandes, eh bien j'ai décidé d'accélérer le processus et de vous répondre et de passer du temps avec vous pour partager cette peine aussi. Partager cette peine et cette douleur immense de nos supporters, de nos familles, de nos clubs, des joueurs, et je dirais presque de la France, parce que le fait de ressortir en fait de la bulle depuis 4 semaines, depuis 28 jours, depuis 24 jours, je me suis rendu compte comment en fait les Français, je ne veux pas être démago, mais comment les Français nous ont aimés, ont aimé cette équipe et ont supporté cette équipe et ont vécu en fait toute l'aventure. Ça a démarré il y a 4 ans, mais
c'est vrai qu'on a senti rapidement un souffle, un soutien, un support dans le sens qu'on a donné à notre mission il y a 4 ans, c'était rassembler, fédérer et partager. On y est arrivé de différentes manières. On est arrivé tellement fort que je dirais que c'était presque inespéré de trouver tout ce soutien, toute cette passion autour de notre équipe. Et en sortant on le sentait bien pendant la compétition ou avant même la compétition. Mais en ressortant et en revenant au contact des familles et de la vraie vie, en sortant de la bulle, je me suis rendu compte comment les Français nous soutenaient, nous aimaient. Mais je parle à l'imparfait, mais je pourrais parler au présent aussi. Et c'est pas être démagogue que de dire que c'est que des messages de soutien, que des messages de partage et d'affection que nous donnent aujourd'hui les Français. Évidemment, ça ne va pas nous donner le titre champion du monde, hein. Mais voilà ce que je peux témoigner. Et si vous avez une autre question. Bonjour Fabien, Nicolas Dupin de Bessa de Canal+. Pardon de vous ramener sur le quart de finale. Est-ce que vous avez le sentiment, vous parliez beaucoup de stratégie cette semaine-là, de vous être trompé sur la stratégie et sur le coaching? Absolument pas. Absolument pas. Ça aussi, c'était bien de prendre le temps pour revenir sur le match, de travailler. Donc moi, vous savez, j'ai travaillé avec beaucoup d'analystes, avec beaucoup d'images, avec beaucoup de données. Et un point, hein. Un point, c'est rien, mais un point, c'est tout. Donc à partir de là, on peut tout remettre en question, évidemment. Et on ne fera pas l'économie, je ne ferai pas l'économie de remettre en question la réflexion comme on le fait après chaque match, après chaque victoire ou après chaque défaite, mais absolument pas. Quand vous rentrez 11 fois dans la zone de conclusion, avec le ballon, 11 fois sur un match, c'est que par rapport à nos objectifs, c'était 50% de plus que nos objectifs. C'est-à-dire qu'on avait l'ambition de rentrer 6 fois avec le ballon dans la zone de conclusion. Nous sommes rentrés 11 fois. Nous avons marqué 3 fois. Et je rajoute une pénalité qui nous a été donnée, que nous avons transformée en point. C'est qu'à un moment, sur le dernier geste, sur les dernières options, sur le dernier choix, sur des faits de match, des faits de jeu, eh bien, ça n'a pas souri, ça n'a pas suffi. Il aurait fallu peut-être rentrer 12 fois, ou 13 fois, ou 14 fois. Ce qui est sur les matchs, j'ai pris les 7 matchs de phase finale, et j'ai même pris les 2 matchs qui sont pour moi les 2 plus gros matchs de poule, c'est-à-dire Nouvelle-Zélande, France et Afrique du Sud, Irlande. Nous sommes la seule équipe à s'être procuré autant de temps fort sur ces matchs. Ce qui nous amène à... Bon, on travaille sur des logiciels, on travaille sur des datas, à un potentiel de marque de 37 points. Nous avons marqué seulement 28. Donc tactiquement, quand vous êtes en position de marquer 37 points sur des données, hein, purement des données, c'est que tactiquement, face à l'Afrique du Sud, hein, c'est que tactiquement, vous n'êtes pas trop trompé sur un plan offensif. Sur un plan défensif, on a encaissé 29 points et l'Afrique du Sud rentre pour la première fois et pose un ruck dans nos 22 à la 55e minute. Avant ça, ils ont marqué 3 essais sur 3 fulgurances. 2 ballons gagnés, 2 duels gagnés sur le 3e rideau, où on a été battu. On a été battu en l'air, mais parfois on peut être battu en l'air, comme c'est arrivé en deuxième mi-temps, mais on peut reprendre le contrôle du jeu en bas. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que sur les 3 premiers essais sud-africains, c'est soit 2 jeux au pied qui amènent le déséquilibre et ensuite la marque des Sud-Africains, donc 2 jeux au pied haut de pression, ou bien un turnover, un jeu au pied de chasse, comme ce qui amènera le 4e essai. Donc les Sud-Africains ont été hyper efficaces, hyper réalistes sur l'expect goal. Ils ont un potentiel de marque de 24, ils en marquent 29. Bravo. Bravo parce que ça montre que c'est une équipe qui est capable d'utiliser ses armes de manière très efficace. Et ils vont le reproduire en finale, le même scénario. Donc sur un plan tactique, je pense que sur un plan tactique et stratégique, je pense qu'on a
Si c'était à refaire, je reprendrais la même stratégie. Absolument la même. Le coaching, je sais que ça a été un débat aussi parce que quand vous perdez, vous dites que le coaching n'a pas apporté ce qu'on aurait pu espérer. Il était prévu qu'on coache plus tôt. On a retardé un petit peu le coaching sur certains postes. Il nous a semblé que c'était le bon moment pour intégrer les joueurs qui étaient sur la feuille de match. On meurt à un point. Et ce que je voudrais aussi signifier, et qui me semble remarquable aussi, c'est que malgré tous les faits de jeu, malgré ce scénario de match, on avait aussi un objectif dans tous nos matchs. Quoi qu'il arrive, on joue la gagne jusqu'à la dernière action. Quoi qu'il arrive. Sur les 44 matchs qu'on a joués, on a perdu 9 matchs, c'est-à-dire 20%. Sur les 9 matchs perdus, il y en a 2 qui sont perdus à 2 marques, c'est-à-dire en Irlande en 2023 et en Écosse en 2020. Les 7 autres défaites, elles sont perdues à 1 marque, c'est-à-dire à une marque de pied, pas d'essai. Donc jusqu'à la fin, et une fois de plus jusqu'à la fin, notre équipe est en capacité d'aller récupérer la victoire sur la dernière possession. Elle ne le fera pas, on perdra. Mais je voudrais féliciter les joueurs parce que malgré l'ensemble du scénario, du match, de l'événement, ils sont restés focus jusqu'à la dernière possession pour essayer d'aller arracher cette victoire. Bonjour, Arnaud Bertrand de Rugby Magazine. La prochaine Coupe du Monde, c'est dans 4 ans, c'est loin. Est-ce que vous pensez que l'équipe peut encore progresser ou est-ce qu'elle a vraiment atteint son apogée cette Coupe du Monde-là? Lorsqu'on a remonté l'équipe après la Coupe du Monde au Japon, on avait une équipe qui avait 24 ans de moyenne d'âge et 8 sélections. On s'est avancé face à l'Afrique du Sud avec une équipe de 27 ans de moyenne d'âge et 33 sélections. En face de nous, les Sud-Africains avaient 31 ans de moyenne d'âge et 66 sélections. 3 Coupes du Monde. Une demi-finale perdue face aux All Blacks en 2015 de 2 points et un match gagné pour la 3e place. Un titre champion du monde en 2019 et un titre maintenant de champion du monde avec cette composition d'équipe. Donc je pense que dans 4 ans, l'équipe, si elle bouge pas, elle aura 31 ans de moyenne d'âge. Et avec les rotations et le principe de sélection, on peut espérer qu'elle aura 25 sélections de plus. Donc dans le meilleur des cas, elle aura presque 60 sélections. Ce qui ne sera pas le cas, puisque on sait très bien que nous, notre manière de travailler, on ne sélectionne pas les joueurs, entre guillemets, les plus sollicités durant l'hiver, donc ils ne partent pas en tournée. Donc ça donne un potentiel de 8 sélections pour les meilleurs. Et ensuite, l'âge va faire que peut-être certains joueurs vont quitter le groupe. Mais je pense qu'on peut monter sur l'expérience collective et sur la maturité, on va dire, collective de 2 ans, voire 3 ans, et de 20 sélections. Donc, à partir de là, je pense que cette équipe sera sûrement encore plus forte, plus expérimentée que celle qui a perdu face à l'Afrique du Sud d'1 point en quart de finale. Bonjour Fabien, Olivier François du Parisien. Est-ce que t'as parlé de deuil? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Tu as parlé de deuil, c'est fort. Est-ce que les joueurs ont l'air marqués aussi? Est-ce que tu t'es posé des questions avant de te relancer dans l'aventure, même si tu avais dit que ton contrat courait jusqu'en 2028? Est-ce que tu t'es posé des questions? Comment tu allais faire pour reprendre la main et puis pour relancer une équipe qui est forcément marquée psychologiquement? Et toi-même, est-ce que tu t'es posé des questions? Oui, la blessure, la douleur, je pense que c'est d'abord une douleur. C'est une blessure et une douleur, mais quand on joue à ce niveau et quand on joue pour l'équipe de France et quand on joue des Coupes du Monde, il faut être prêt à gagner, mais il faut être prêt aussi à vivre ce qu'on a vécu. Donc la douleur, la blessure, elle est presque, je dirais, normale. Il n'y a qu'une équipe qui n'a pas mal, en fait. C'est le champion du monde. Les autres, elles rentrent avec différents sentiments, mais c'est que des émotions désagréables. Donc c'est notre cas.
Je pense que, pour en avoir parlé avec les leaders, puisque j'ai eu tous les leaders durant ce laps de temps au téléphone, on a échangé tranquillement. Je pense que la blessure, ça fera une cicatrice, et que la cicatrice, on l'aura à vie. Mais ça fait partie de notre chemin, quoi. C'est-à-dire, quand on fait de la compétition de haut niveau, on ressent beaucoup de joie, on ressent beaucoup d'excitation, on ressent beaucoup d'émotions positives, mais on vit aussi des émotions très douloureuses. Et ça fait des cicatrices, ça fait des balafres. Et celle-là, on l'aura, bien sûr. On va l'avoir avec nous, mais pour en avoir vécu de nombreuses déceptions, c'est jamais un handicap. Après, avec le temps, ça devient doucement mais sûrement ce qu'on appelle de l'expérience, du savoir. Et si on est capable de se poser des bonnes questions, la possibilité d'être encore meilleur. Donc c'est vrai que, pour répondre à votre question, on a tous fait ou à faire, ou nous sommes tous en train de faire une sorte d'introspection, d'abord personnelle, individuelle, et puis ensuite collective sur ce qu'on a vécu, bien sûr. Fabien, bonjour, ici au milieu, au fond, Henri Ignacia, Canal+, Infosport+. Est-ce que vous pensez pouvoir travailler dans les mêmes conditions que la précédente préparation, où les clubs, tout le monde a vraiment optimisé, que à savoir le temps de présence des joueurs à votre disposition? Est-ce que tout devrait se passer de la même façon? Il n'y a pas de raison. On a déjà entendu certains clubs peut-être tirer un peu la langue, la sonnette d'alarme, disant que ça ne va pas pouvoir être possible de les payer autant pour aussi peu parfois de disponibilité. D'abord, je crois que pendant 4 ans, quand même, l'équipe de France a été un succès. Globalement, 80%. Lorsque le premier tournoi 2020, quand on a commencé le tournoi, il y avait 50 000 places qui étaient vendues pour l'Irlande, puisqu'on recevait l'Irlande, et 15 000 places qui étaient vendues pour l'Italie, parce qu'on recevait l'Italie. Sur les matchs de préparation de l'été, du mois d'août, à Saint-Étienne, face à l'Écosse, à Nantes, face au Fidji, et puis au Stade de France, face à l'Australie, c'était guichet fermé. En fait, lorsque l'équipe de France marche bien, fonctionne bien, c'est d'abord pour tous les clubs du rugby français, c'est-à-dire les 2000 clubs, des ressources supplémentaires. C'est-à-dire 1 euro investi. L'équipe de France, c'est un centre de recettes, c'est pas un centre de coûts. 1 euro investi pour l'équipe de France, c'est x20 pour les ressources de la Fédération française de rugby, c'est 90%. Et ensuite, par effet ricochet, lorsque l'équipe de France tourne bien, c'est les stades pleins en 2e division, en National 1 et en 1re division. On marche ensemble. C'est-à-dire qu'entre le top 14, la Pro D2, la Ligue et la Fédération française du rugby, on marche ensemble. Donc, je veux croire qu'on va continuer à marcher ensemble. Et je veux croire que tout le monde a bien compris, et je crois que tout le monde a bien compris l'intérêt pour les deux institutions d'être associées dans les bons moments, dans les très bons moments, et il y en a eu beaucoup, comme dans les moments plus difficiles. Ça s'appelle la solidarité. Oui, Fabien, je suis tout derrière Axel May à Europe 1. Combien de temps vous avez mis avant de revoir le match? Et puis là, très concrètement, qu'est-ce que vous allez faire maintenant d'ici le tournoi des destinations? C'est quoi votre programme? Alors, pour revoir le match, je l'ai regardé. Je veux dire, je pense que je l'ai rouvert. J'ai regardé les demi et la finale. J'ai pas regardé. J'ai juste regardé les coups d'envoi jusqu'au coup de sifflet final. J'ai pas regardé ce qu'il y avait avant. J'ai pas regardé l'emballage. J'ai regardé le contenu parce que c'est passionnant. Hein. J'aime le rugby et je veux comprendre comment on gagne une demi-finale et comment on gagne aussi une finale. Voir comment ça s'est passé. Et je pense que j'ai regardé la finale. Je me souviens très bien. C'était dans le train entre la gare d'Austerlitz et la gare de Cahors. Donc il y a 5h30 de train.
Et là, je l'ai rouvert. J'avais assez de batterie, j'avais l'ordinateur qui était bien chargé. Et je l'ai regardé une première fois là. J'avais reçu déjà beaucoup de données de la part de mon staff et beaucoup d'analyses de la part de mes data scientists. Et j'avais aussi, donc je pense que c'est 4 jours après ou 5 jours après, travaillé avec Jérôme Garcès pour écrire comme on le fait toujours, hein, attention, hein, on le fait toujours, on travaille toujours main dans la main avec les arbitres. Envoyer les clips qui nous semblaient intéressants à questionner sur 3 principes de jeu qui nous semblent importants, clés, c'est safety, c'est speed et space. Donc il y avait 9 clips que j'avais montés avec Jérôme Garcès et que j'ai envoyé donc à Joël Judge et à World Rugby, et donc à Ben O'Keefe aussi et son équipe, parce qu'on avait besoin d'avoir des réponses sur les décisions qui ont été prises pendant ce match. Il y en avait 9. Donc c'est à peu près le 5e jour, sachant qu'on n'était plus une urgence pour World Rugby puisqu'ils préparaient les demi-finales. Et donc vous savez, pour partager avec vous, lorsqu'on joue un match international, en fait, le protocole qu'on a avec, je parle de World Rugby arbitrage, hein, et Joël Judge et son staff, c'est d'envoyer au fil de l'eau des questions sur des images qui nous concernent et qui concernent l'adversaire, puisqu'on va jouer, et on identifie des choses qu'ils font, et on demande si c'est toléré, si ça va être sifflé, et des choses que l'on fait, si c'est toléré, ça va être sifflé. Toujours, c'est les 3 principes que sont safety, speed and space. Donc, c'est à peu près le 5e jour où il a fallu que je rouvre pour valider avec Jérôme les clips qu'on allait envoyer. Mais c'était pas tout à fait de bon cœur, c'était assez difficile. On va dire que c'était purement professionnel. Mais ça s'est fait, ça se fait. Et ensuite, je l'ai revu au fil de l'eau, je pense maintenant à peu près une petite dizaine de fois. Mais bon, j'ai 6 caméras, j'ai 7 caméras, 8 caméras, et puis j'ai beaucoup de données, donc j'ai croisé beaucoup d'informations pour étudier ce match et pour pouvoir vous répondre correctement déjà, et pour pouvoir répondre aussi aux joueurs, puisqu'on a pas mal débriefé aussi entre nous avec le staff sur le match en fait. Et la dernière question qu'on m'avait posée, c'est le programme. Donc le programme, c'est en fait lundi, j'ai un rendez-vous avec Jean-Marc Lermé, la DTN, pour faire un point sur une vision globale de la saison à venir. Ensuite, au mois de décembre, on a 2 séquences s'entraîner avec les U20 et les U20 développement, et le staff qui va se remettre à travailler. Donc on va travailler sur le protocole de préparation et la planification des semaines du tournoi Destination, puisque le premier match c'est le 2 février à Marseille face à l'Irlande. Et on a aussi programmé, puisque vous avez posé la question, un meeting avec la Ligue mi-décembre avec Jean-Marc pour travailler justement sur les accords qui ont déjà été signés, mais il est important de travailler, comme je vous l'ai dit, main dans la main dans les bons et dans les moments plus difficiles, en pensant que le meilleur est à venir. Une dernière question. Fabien, demain, Emmanuel Meafou sera français officiellement. Est-ce que le vivier est là sur des postes compliqués comme la 2e ligne, le poste de pilier droit? Est-ce que vous avez de quoi renouveler cette équipe de France? En fait, c'est vraiment intéressant parce que au fil de l'eau, on oublie vraiment les séquences passées. Et je me souviens très bien lorsqu'on a pris l'équipe de France après la Coupe du Monde au Japon 2019. On m'a beaucoup tapé sur l'épaule et on me disait beaucoup bon courage. Et on me posait les mêmes questions. On me disait mais il n'y a personne à droite, il n'y a personne encore aussi à droite derrière, et il n'y a personne là, il n'y a personne là, il manque. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à un moment, finalement, lorsqu'on crée l'aspiration et qu'on est en capacité d'apporter la bonne méthodologie pour bien préparer l'équipe de France pour qu'elle soit performante, en fait, on peut être surpris par les potentiels qu'il y a dans le rugby français. Ça a été aussi notre façon de travailler. Et de la même manière que je vais voir les enfants du PUC s'entraîner, je leur dis, mais les enfants, vous pouvez penser qu'un jour vous pourrez jouer en équipe de France. En fait, il faut que tous les joueurs de Pro D2, de Top 14, de National, de centres de formation pensent qu'ils peuvent avoir l'ambition de jouer en équipe de France. Ils peuvent jouer en équipe de France. Et vous avez parlé de Meafou, mais il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ont le potentiel pour jouer en équipe de France.
qui ont aussi l'ambition de jouer en équipe de France. Là, quand on a préparé la Coupe du Monde, pendant les 4 mois, je dirais que les 4 mois, on a travaillé avec les moins de 20 de Pau, on a travaillé avec les moins de 20 de Biarritz, on a travaillé avec les moins de 20 de Dax, on a travaillé avec les moins de 20 de Mont-de-Marsan, on a travaillé avec les moins de 20 de Bayonne, on a travaillé avec les moins de 20 de Grasse, de Monaco, de Nice, du Stade français, du Racing. À peu près 300 gamins, ainsi que leurs éducateurs, sont venus partager nos séances de travail. Plus leurs éducateurs. Donc rassembler, fédérer et partager, ça se situe là aussi. C'est-à-dire que faire monter par aspiration et par transmission tout le niveau du rugby français et surtout faire penser et dire aux joueurs, ils peuvent jouer en équipe de France. Il faut venir chercher le maillot à 2 conditions. 1, respecter le cadre qu'on va leur proposer, puisqu'on va repartir sur un protocole de 4 ans, et il y aura un nouveau impact où on va leur demander est-ce qu'ils sont d'accord ou non de respecter le cadre qu'on va construire avec eux, qu'on va leur proposer. Et 2, l'objectif collectif, c'est aussi un objectif individuel, c'est-à-dire la leçon à retenir peut-être de cette expérience-là, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'exigence. Il n'y a pas de limite à l'exigence pour les joueurs de rugby français et pour avoir l'équipe de France la plus forte possible. Soyons exigeants collectivement, soyons exigeants individuellement. Essayons de monter tous encore d'un cran notre niveau. Et c'est à ce prix qu'on sera encore plus performant. Merci. C'est donc la fin de cette conférence de presse. Merci à tous.